Sur la première, 7h38, c'était il y a 2 ans et 1 jour, très exactement, 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse abandonnait sans crier gare le taux plancher entre le franc et l'euro, 1 franc 20 pour 1 euro, on s'en souvient, c'était la limite tolérée par la BNS à l'époque. Cette muraille, pourrions-nous dire, avait été dressée 3 ans auparavant par le président de la BNS de l'époque, Philippe Hildebrand. On était alors en pleine crise de l'euro et le franc devenait une valeur refuge. Alors depuis ce fameux 15 janvier 2015, la BNS continue de défendre le franc. Elle achète beaucoup de devises étrangères et la taille de son bilan, qui vaut autant que le poids de l'économie suisse, plus de 600 milliards, inquiète. Notre invité ce matin fut le président de la Banque nationale suisse entre 2006 et 2009, actuellement président de la Banque cantonale de Genève. Bonjour Jean-Pierre Roth. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h. Beaucoup de raisons de vous recevoir ce matin d'ailleurs, à cet anniversaire du 15 janvier 2015. On y reviendra. On abordera avec vous ces 2 dernières années durant lesquelles l'économie suisse a dû s'adapter à la force de sa monnaie. On verra quels en sont les résultats et les conséquences. Mais d'abord peut-être l'actualité que vous suivez. Cette visite d'État de 2 jours du président chinois Xi Jinping en Suisse et qui se rendra au forum de Davos également. Ces relations entre la Suisse et la Chine, cette visite d'État fortement symbolique, c'est un rapprochement naturel, j'insiste sur ce terme naturel, entre la Suisse et Pékin. Naturel, d'une certaine manière, oui, puisque la Suisse a toujours été proche de la Chine. Je vous rappelle que nous avons été un des premiers pays à reconnaître la Chine. Je crois que c'était en 1950. Oui. Nos relations avec la Chine sont très importantes puisque il faut diversifier notre commerce extérieur. L'Europe est un petit peu en panne de croissance. L'Amérique, elle, connaît de bons taux. Mais effectivement, il nous faut limiter nos risques et pour cela, il faut développer nos affaires avec l'Asie. Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur en géopolitique, parlait de la Suisse vue par Pékin comme d'un hub pour installer ses affaires et son business en Europe. Vous partagez ce point de vue ? Je ne sais pas quelle est la vision stratégique de la Chine, mais certainement, il trouve avec nous un partenaire ouvert au commerce. Notre balance commerciale est positive vis-à-vis de la Chine, sans aucune entrave. Nous vendons plus aux Chinois que nous en achetons, alors que nous avons l'impression que toute l'électronique vient de Chine. Mais nous vendons nos machines, nos biens d'équipement. Donc nous sommes naturellement en surplus commercial. Donc nous sommes un partenaire important et nous avons bien entendu ici un haut centre de technologie. Alors le président chinois va se rendre après sa visite d'État au forum de Davos. En tant que président du directoire de la BNS à l'époque, vous alliez évidemment à Davos. Quelle utilité avait ce forum ? Est-ce qu'il a la même aujourd'hui, quelques années après ? Alors j'y suis allé une dizaine de fois parce que j'ai commencé mes fonctions en 2001. Et 10 ans de Davos, grosso modo, avec toujours l'impression que c'est une plateforme extraordinaire pour notre pays. Rendez-vous compte, toutes les personnalités qui viennent chez nous, qui passent ces quelques jours, qui apprécient l'atmosphère de Davos et qui ont bien entendu entre elles des discussions informelles. C'est une plateforme extraordinaire pour nos autorités, puisque nos conseillers fédéraux ont sur place des partenaires qu'ils devraient visiter à l'étranger dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc pour la Suisse, c'est un véritable plus. Est-ce que c'est toujours le cas ? D'aucuns disent que le forum a perdu de sa force. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est difficile d'en juger. Cela dépend bien entendu des circonstances internationales, mais je pense que maintenant que les questions de droit international, la montée du protectionnisme, peut-être qu'il y aura une nouvelle vocation pour Davos. Qu'on parle de protectionnisme, et oui, c'est vrai qu'on voyait les caricatures dans le Blick, tous les participants au forum affublés de la coiffure de Donald Trump, ce forum placé un peu inconsciemment, comme ça, sous le sceau de Donald Trump. C'est ça que vous nous dites ? C'est le grand point d'interrogation actuellement. Les déclarations ont été faites, mais quelle va être la politique effectivement appliquée ? Et pour nous, Suisses comme pour les Européens, si on observait une tendance au protectionnisme américain dans les faits, ce serait très grave pour la croissance mondiale. Ce paradoxe qu'on soulevait aussi il y a un quart d'heure, protectionnisme venu des États-Unis, pays du capitalisme par excellence, et libre
libre-échange venu de Chine, pays totalitaire et communiste. Comment s'engouffrer dans ce paradoxe, Jean-Pierre Rothe? Oui, c'est un paradoxe. Les Chinois ont pris l'option de marché. Ils en sont peut-être encore loin dans bien des domaines, mais il faut les encourager à continuer. C'est pas en leur donnant l'exemple contraire qu'on va les encourager. Venons-en à ces 2 ans, quasi jour pour jour, 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse qui abandonnait le taux plancher entre le franc et l'euro. Quel regard portez-vous sur ces 2 dernières années? Est-ce que ça nous a été bénéfique? Alors, tout d'abord, je crois que c'était une bonne décision à l'époque de l'introduire, ce plancher. Vous l'avez rappelé, c'était une crise de l'euro chutait, il fallait se défendre et certainement à la BNS, on avait fait le pari ou la réflexion que la crise allait être temporaire, que les Européens allaient régler leurs problèmes et que le plancher était une mesure de défense dont l'utilité disparaîtrait avec un retour normal de l'euro au-dessus de 1 franc 20. Et on aurait oublié le plancher comme on avait oublié dans les années 70 le plancher qu'on avait mis face aux marques allemandes. En 2014, on s'est aperçu que les choses évoluaient différemment puisque l'Europe ne se remettait pas, que la Banque centrale européenne avait une politique très clairement d'affaiblissement de la monnaie et que le plancher n'allait pas pour être tenu. Donc on s'est aperçu à la fin 2014 que le pari qu'on avait fait, comme quoi la faiblesse de l'euro allait être temporaire, ne se réalisait pas et que la faiblesse allait être durable. Il fallait supprimer le plus vite possible ce plancher. Alors aujourd'hui, l'économie suisse semble s'en être relativement bien tirée, peut-être étonnamment, mais jusqu'à quand, Jean-Pierre Rothe? Vous avez raison que la flexibilité de l'économie suisse a été extraordinaire. On avait des prévisions catastrophiques en 2011, mais nous avons une économie très diversifiée, nous avons dans chaque secteur de notre économie des grands groupes et de ce qu'on pourrait appeler des world champions. Nous sommes sur des marchés globalisés et ces entreprises ont pris des mesures pour faire face à cette nouvelle situation. Est-ce que c'est durable? C'était ma question, c'est ça. On s'en tire bien, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut le dire? Moi, j'y crois que c'est durable, parce que je crois que cette résilience, cette flexibilité de l'économie, elle est toujours là. Il faut l'encourager, il ne faut pas l'entraver. Et je crois que les sujets à l'ordre du jour, comme la réforme de la fiscalité des entreprises, sont très importants pour assurer la pérennité de notre succès. Oui, ça vous parler de RIE 3, texte sur lequel nous serons appelés à voter. Pour revenir au franc suisse, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer de l'affaiblir un peu? Johann Schneiderman, ministre de l'économie, plaidait samedi dernier, il y a 2 jours dans la NZZ, pour un taux de 1 franc 15 contre 1,07 actuellement. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est envisageable, ça? Écoutez, ces choses ne se commandent pas par diktat. Introduire un nouveau plancher, j'ai entendu qu'une analyse était faite dans ce sens, ce serait une illusion. Vouloir défendre un cours artificiel est une entreprise irresponsable et je crois qu'il faut vivre avec le cours tel qu'il est. Et entre 1,07 et 1,015, il y a 8% de différence. C'est pas ça qui va changer le visage de l'économie suisse. Vous parlez d'irresponsabilité et d'illusion. J'ai bien retenu ces 2 termes. Oui, bien sûr. Ouais, ce sont des termes assez forts. Le Conseil fédéral qui se bercerait d'illusions en ce qui concerne le franc. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article en question, ni les déclarations de M. Schneiderman. Je suis un peu surpris quand le Conseil fédéral formule des chiffres en matière de taux de change. C'est l'ancien président de la BNS qui veut garder l'indépendance, qui peut le dire, évidemment. Ça, c'est vraiment sacro-saint. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, cet abandon du taux plancher avait été fait sans crier gare, suscitant la polémique et les commentaires des médias aussi. Pourquoi est-ce que la BNS, au fond, ne devrait rendre de compte à personne? Elle doit continuer à ne rendre de compte à personne, la BNS? Elle doit en tout cas pas, c'est d'ailleurs dans la loi, elle ne doit pas rendre compte et prendre conseil auprès de la politique. Enfin, en matière monétaire, il faut garder le secret le plus absolu jusqu'à la dernière minute. On est soit blanc, soit noir. Et il est clair que des indiscrétions dans ce domaine ou des annonces de changement de stratégie seraient catastrophiques, affoleraient les marchés. Donc le secret le plus complet doit être maintenu et les choses ont bien été faites. Vous vous méfiez en tant qu'ancien banquier central et les banquiers centraux doivent se méfier des politiques?
Mais parce que les politiciens ont d'autres objectifs et l'objectif de la Banque centrale, c'est d'assurer la stabilité monétaire, l'encadrement monétaire du pays. Et les hommes politiques ont d'autres objectifs. Et au fond, est-ce que c'est pas la faute des hommes politiques eux-mêmes qui ont confié beaucoup de pouvoir aux banquiers centraux, surtout après la crise économique de 2008, et au fond qui ont confié beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités, les gouvernements qui ne voulaient pas trop ou qui n'étaient pas trop capables de mener des mesures d'austérité impopulaires ont délégué le travail aux banquiers centraux. Est-ce que vous faites cette lecture-là aussi ? Vous avez raison que les banquiers centraux étaient un peu l'oreiller de paresse des politiciens ces dernières années, puisque dans bien des pays, on a espéré que la Banque centrale allait tout régler et on renonçait à faire des réformes. Ça a été le cas particulièrement en Europe, où finalement on attend tout de la Banque centrale européenne et les réformes au niveau national ne sont pas conduites. D'une certaine manière, les banquiers centraux étaient l'oreiller de paresse des politiciens. Un mot avant d'aborder les thèmes de la presse, Jean-Pierre Rode, qui nous ramèneront d'ailleurs à Donald Trump et aux quelques inquiétudes qu'il puisse susciter. Les États-Unis qui sont en phase de normalisation de leur politique monétaire expansive, mais on est dans une période inédite de l'histoire. Jamais les taux, et en Suisse aussi, n'ont été aussi bas et aussi longtemps. Il y a des taux négatifs qui semblent un peu nous faire marcher sur la tête. Certaines banques les pratiquent déjà. C'est une période là aussi durable. Les taux sont bas pour longtemps, Jean-Pierre Rode. Ça n'est pas une période durable dans ce sens que les taux négatifs sont une mesure non conventionnelle, exceptionnelle, et une mesure non conventionnelle comme l'était le plancher, une mesure non conventionnelle est destinée à disparaître un jour, parce qu'au bout d'un moment, elle commence à avoir des effets pervers, et je crois que à Zurich, à la BNS, on doit espérer que sur le plan international, une certaine normalisation intervienne, et elle commence aux États-Unis, de telle sorte que la situation puisse être corrigée en Suisse également. Et beaucoup s'expriment sur ces taux bas, notamment les syndicats. Le syndicat UNIA demandait hier, il y a quelques heures, une nouvelle fois que la BNS mette un terme à tout cela. D'abord la jugeant sans effet, cette politique, puis s'il y avait un effet un peu délétère, notamment pour les caisses de pension. Donc là, vous donneriez raison peut-être au syndicat ? En tout cas, le syndicat était assez en contradiction avec lui-même parce qu'il demandait à la fois un affaiblissement du franc et une montée des taux. Je ne vois pas très bien comment vous pouvez mettre ces deux mesures ensemble, mais enfin, bien sûr que le syndicat, comme tous les épargnants, espère qu'un jour on retrouve des taux d'intérêt normaux. Et les caisses de pension sont dans une situation difficile, je comprends. Est-ce qu'on doit vraiment attendre, est-ce que la BNS doit vraiment attendre que la Banque centrale européenne normalise ses taux ? Est-ce qu'on doit procéder avant ? Oui, mais si vous procédez avant, vous provoquez une appréciation du franc. Alors, je croyais que certains criaient que le franc était trop fort. Oui, paradoxe là aussi que vous nous démontrez assez facilement, Jean-Pierre Rode. Alors, quelques articles tirés de la presse, matière à réflexion. Quels seront d'abord les effets des annonces de M. Trump sur la bourse et sur le dollar ? Esther Coco, vous avez lu cet article de la NZZ qui tente de répondre à cette question ce matin. Les investisseurs américains sont ceux qui observent le plus attentivement le comportement de leur président et jamais un président américain n'a paru aussi imprévisible que Donald Trump. Il veut rendre sa grandeur à l'Amérique, mais est-ce que cet objectif vaut aussi pour Wall Street ? Les investisseurs tentent les pronostics. Du côté du marché des actions, la volatilité a atteint un comble jamais connu depuis 10 ans, mais la valeur des obligations est restée, elle, dans la moyenne. Pour qu'un président ait vraiment un impact sur les marchés, il doit avoir les coups des franches pour agir. C'est le cas de Donald Trump. Il a le mandat du peuple américain pour créer de l'emploi et pour augmenter les taux d'intérêt et il détient la majorité au Congrès. Les impôts sur les entreprises américaines pourraient chuter de 35% aujourd'hui à 20% et selon les stratèges d'UBS, les 100 premiers jours de l'administration Trump seront décisifs pour apprécier réellement son impact sur la bourse américaine. Ces fameux 100 premiers jours au terme desquels on juge les hommes et les femmes politiques. Bon, sur la question de l'investissement et de l'économie américaine, Jean-Pierre Rode, quand dites-vous, vous avez un peu répondu tout à l'heure, est-ce qu'il sera bon pour les investissements aux États-Unis, Donald Trump ? Je suis heureux d'être un ancien banquier central et non pas un banquier tout court, parce que mener une politique d'investissement dans les circonstances actuelles, on n'a aucune idée ce que fera le président Trump. Actuellement, il a beaucoup déclaré, mais les mesures concrètes, il les prendra ensuite. Il faut voir ce que cette nouvelle administration fera.
et comment va se comporter l'économie mondiale. Donc je crois qu'actuellement, tout ceci est très spéculatif. Certains Cassandre estiment que les sommets atteints par les marchés boursiers sont irrationnels, qu'on va vers de grandes difficultés. Là, est-ce que vous pouvez répondre ? Bon, on peut. Les marchés détestent l'incertitude, les changements brusques de cap. On peut imaginer que ce qui se passe en Europe, on parle du Brexit, du discours de Madame May, des mesures de Trump, on peut imaginer de la volatilité sur les marchés, oui. Est-ce que M. Trump arrivera peut-être très concrètement à faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire rapatrier les usines américaines aux États-Unis, à commencer par l'automobile? On sait que certains constructeurs automobiles se sont déjà profilés dans ce sens-là pour correspondre à ses volontés. Est-ce que ça, il arrivera à le faire selon vous? Mais ce que vous dites là est absolument terrible pour nous, parce que c'est le retour du protectionnisme, c'est la loi du plus fort. Nous l'avons connu d'une certaine manière dans les affaires bancaires bilatérales entre la Suisse et les États-Unis ces dernières années. Si les États-Unis deviennent protectionnistes en matière commerciale, les autres vont faire de même. Certaines fois en France, on n'en est pas loin. Et tout ceci est de très mauvais augure et nous rappelle les années 30. Oui, ça évidemment, on sait où ça a mené. Souvent les mêmes causes donnent les mêmes effets. Ce retour du protectionnisme à l'américaine, concrètement pour la Suisse, et tiens, sur la BNS, est-ce qu'on pourra chiffrer ça dans quelques mois, dans quelques années, par exemple à mi-mandat de Donald Trump, s'il est encore en place? Quelles seraient les conséquences là? Est-ce qu'on peut dessiner cette carte-là, Jean-Pierre Rothe? Non, ce qui est mauvais pour nous, c'est qu'il y aurait une détérioration du droit international, un retour en arrière en matière de libéralisation des échanges. Or, nous sommes une plateforme d'activité globale. La prospérité de notre économie dépend très largement de l'accès au marché et tous ces obstacles nous sont défavorables. Les contradictions de la Chine, nous y revenons. Elles sont mises en évidence dans un éditorial du journal Le Temps, Valérie Droux. Xi Jinping n'est pas venu uniquement déclarer sa flamme à la Suisse. Son objectif principal est autre, envoyer le message d'une puissance économique décidée à assumer sa responsabilité à un moment de possible bascule géopolitique, lit-on. Face à un Donald Trump élu sur un programme protectionniste, Xi Jinping se présentera à Davos et à Genève comme un dirigeant raisonnable, dans un monde tourmenté, un champion de la globalisation et de l'ouverture des marchés, du multilatéralisme politique. Alors tout ça c'est important certes et même bienvenu, mais rappelle l'éditorial, la Chine, quoi qu'elle en dise, reste bien plus protectionniste que les États-Unis ou l'Union européenne. Si dans certains domaines la dictature chinoise progresse, dans d'autres elle régresse, et c'est seulement si ses interlocuteurs le lui rappellent avec force pendant ce voyage, eh bien que cette visite sera réussie. Oui, notre interlocuteur de 7h15 parlait même de totalitarisme à la chinoise. Bon, qui est le plus protectionniste des deux? Alors c'est vrai qu'on émet quelques craintes face au protectionnisme américain sous Donald Trump. Au fond, les Chinois font encore la course en tête, Jean-Pierre Rothe, en matière de protectionnisme. Mais oui, mais ils viennent de très loin. Rappelons-nous d'où ils viennent, d'un régime totalitaire et communiste. Et je ne crois pas que c'est en donnant des exemples de volonté protectionniste que l'on va les encourager à s'ouvrir plus largement. Je crois que maintenant chacun montre ses muscles. Les Russes le font, les Chinois le font parce que Trump veut le faire. Alors il y a l'Europe aussi dans tout ça, et la France, la campagne pour la présidentielle française à contre-courant d'Emmanuel Macron, Valérie Droux, qui plaide lui pour une refondation de l'Union européenne. Le candidat Emmanuel Macron à la tête de son mouvement En Marche, qu'il décrit lui-même comme progressiste, ouvert à tous, c'est en grande interview dans la tribune de Genève et 24 heures ce matin, et il explique qu'il croit en l'Europe, une Europe refondée avec un couple franco-allemand ambitieux. L'Europe, dit-il, l'Europe qui protège, est la solution aux multiples problèmes de notre temps, le risque terroriste ou le défi migratoire, à condition de construire une Europe de la défense et de la sécurité. Et si ça ne marche pas à 27, eh bien, il propose une coopération à quelques-uns. Se fermer pour se protéger de la mondialisation, une erreur, dit-il, nous serions impuissants. Les seuls qui peuvent tenir tête à la Chine, on y revient, ce sont les Européens, pas la France ou l'Allemagne toute seule. Oui, il dit pas mal de choses, Emmanuel Macron. Lutter contre la mondialisation, au fond, ou la Chine, on ne peut pas le faire tout seul en France, il faut le faire à l'aune de l'Europe. On doit avoir une défense nationale européenne. Et puis si ça ne marche pas, en gros, c'est ce qu'il dit, une Europe à deux vitesses. Si le club des 27 dysfonctionne, on fait une Europe plus petite. Qu'est-ce que vous gardez de ces réflexions? Est-ce que vous en partagez quelques-unes, Jean-Pierre Rothe? Oui, il a raison.
Il a raison parce que le problème de l'Europe, c'est le désamour des Européens vis-à-vis des institutions européennes. L'Europe a échoué sur le front du chômage, l'Europe a échoué sur le plan des migrations. Et tant que l'Europe apparaîtra un problème et pas une solution, l'Europe sera en crise. Or, pour sortir l'Europe de la crise, il faut un leadership européen relativement fort. On a eu par le passé les Kohl, Mitterrand, Delors, des personnalités très fortes dans la construction européenne, remontant aussi à Giscard d'Estaing. Actuellement, ça n'est pas ce que l'on trouve sur la scène européenne, où on a plutôt tendance à se chamailler qu'à avoir de grandes idées en vue de la construction future. Et je crois que Macron a raison qu'il faut véritablement un bond en avant dans la construction européenne si on veut maintenir les institutions telles qu'elles existent. Sinon, elles vont être de plus en plus en difficulté. Le Brexit en est une démonstration. Et d'une certaine manière, notre vote de février 2014 sur l'immigration de masse était déjà un signe de désamour. Macron a raison, vous venez de nous le dire avec beaucoup de clarté. Jean-Pierre Rautre, ancien président de la Banque nationale suisse de 2006 à 2009, actuellement président de la Banque cantonale genevoise. Merci d'avoir été notre invité. Merci, bonne journée.